Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission et une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Stéphane. Alors, j'imagine que comme moi, vous êtes un auditeur plus ou moins régulier de différentes radios, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison, en fond musical. Bref, la radio, elle guide finalement nos vies. Eh bien, Stéphane, lui aussi, a été guidé au sein de la radio. Et puis aujourd'hui, son ministère, il est pleinement au service de Dieu grâce à la radio. Et c'est son histoire inspirante que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Heureux de te retrouver à notre micro. Tu me disais hors antenne à l'instant, c'est pas facile de s'en trouver de l'autre côté du micro. Je confirme. Voilà, parce que tu as plus l'habitude d'être l'intervieweur que l'interviewé. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Stéphane, tu travailles au niveau de Hop Radio, donc qui est une radio qui émet sur quasiment toute la France, parce que c'est par le média Internet notamment que cette radio existe, mais qui a aussi des fréquences en DAB+. On va revenir peut-être sur cette notion-là après. En tout cas, c'est des radios numériques qui émettent particulièrement sur la région de la Côte d'Azur, de Marseille, de Paris. J'ai peur d'en oublier. Une partie de la Haute-Savoie, la Suisse romande. Voilà. Et puis bientôt à Bourges. Et bientôt à Bourges. Alors, on va revenir, en tout cas, on vient te rencontrer. Tu as un parcours riche au niveau de la radio et on va voir que le mot radio, je vais sûrement me répéter, il va revenir très souvent dans cette interview, mais on va recommencer au début comme d'habitude. Tu nais dans une famille chrétienne, mais pas que. Non, je suis pas né dans une famille chrétienne. Alors oui, parce que mes parents étaient comme tout bon français, baptisés catholiques. Ils avaient suivi le catéchisme comme tous les Français de l'époque. Mais bon, pas du tout pratiquants. Et puis, quand j'avais 6 ans, eh bien, ma mère, elle s'est intéressée à la question finalement. Et elle est devenue pratiquante, mais dans une autre dénomination. Et puis lui, mon père, par contre, il a suivi sa vie comme ça. Il s'est jamais engagé vraiment en termes de croyances chrétiennes. Mais ça va avoir un impact pour toi, pour ton éducation notamment, puisque tu vas grandir dans une double culture finalement, une maman chrétienne, engagée petit à petit, et puis toi tu découvres la foi. Alors tu es encore enfant, tu as 6 ans, c'est ça, j'ai 6 ans à l'époque. Donc c'est encore une découverte au fur et à mesure. Mais papa, non, lui n'est pas d'accord avec, ne partage pas... Je ne veux pas dire les valeurs, mais ne partage pas la pratique cultuelle, on va dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait. Oui, non, lui, il est un peu arc-bouté même sur le fait d'être anti. Et donc, je vis dans un foyer un peu avec ces deux cultures, tu l'as dit, où d'un côté, ma mère, elle, s'implique de plus en plus dans une démarche de foi. Et puis mon père, lui, qui presque de manière réactive s'inscrit dans une démarche de plus en plus anti-foi. Et donc moi, lui, je suis pris un peu entre deux, surtout que je suis fils unique. Alors donc ça simplifie pas les choses. Ouais. Alors c'est une leçon, parce que justement c'est un vrai défi que de grandir dans ce contexte-là. Et toi, enfant, tu vas assez rapidement sentir cette tension-là dans ton quotidien finalement. Bah oui, parce qu'en fait... ma mère allait à l'église donc toutes les semaines et mon père n'allait pas à l'église évidemment et moi j'avais 6 ans donc je suivais ma mère, sauf que le jour où ma mère allait à l'église c'est le samedi et parce qu'elle était adventiste et le samedi il y avait de l'école et donc même si j'avais 6 ans j'avais de l'école et pour mon père il n'était pas question de rater l'école. Pour lui il n'était pas question que j'aille à l'église plutôt que d'aller à l'école et donc pendant toute mon enfance ma mère allait à l'église et moi j'allais à l'école le samedi. Et mon père me disait, tant que tu n'as pas 18 ans, tu fais ce que je te dis. Et alors donc, il m'a dit, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu voudras, tu iras à l'église si tu veux ce jour-là, mais pour l'instant, tu vas à l'école. Et alors donc, jusqu'à 18 ans, j'ai dû aller à l'école toutes les semaines, le samedi, et ma mère allait à l'église.
Et donc ton seul temps d'église, j'imagine, du coup, c'était les vacances scolaires. Exactement, les vacances scolaires, l'été, et puis pendant les vacances scolaires où là, je pouvais me rendre à l'église avec ma mère. Comment tu le vivais? T'étais content d'aller à l'église pendant les vacances ou au contraire, oh mince, c'est les vacances, je vais devoir aller à l'église? Non, je le vivais bien d'aller à l'église. Ouais. Et d'ailleurs, je vivais moins bien d'aller à l'école plutôt que d'aller à l'église. Mais bon, quand on est enfant, on se soumet à l'autorité parentale. C'est comme ça. Alors, il y a ce double parcours. Et puis finalement, tu as quand même une bande de potes à l'église avec qui vous vous retrouvez. Et puis, là, on est dans les années 80, au tout début des années 80. Ouais. Et puis, il y a un phénomène particulier en France à ce moment-là, particulièrement sans faire de politique, mais le président François Mitterrand ouvre l'expression radiophonique, ouvre les radios et apparaissent ce qu'on appelle les radios libres en 1981 de mémoire. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc oui, effectivement, il y a la libération de la bande FM qui est opérée par une volonté politique de François Mitterrand. Et donc là-dessus, il y a un certain nombre de radios locales qui sont nées un peu partout en France. D'ailleurs, la France est le pays où il y a le plus de radios locales à l'heure actuelle, si on prend le modèle européen. Et dans l'église où ma mère allait, il y a donc des membres de cette église qui ont décidé de s'emparer de cette opportunité pour créer une radio locale dans la ville, qui était le Havre. Donc je suis né au Havre et c'est de cette ville-là dont il s'agit. Et pourquoi une église vouloir faire de la radio locale? Parce qu'en fait, pour transmettre sur les ondes la bonne nouvelle qui est le message de l'Évangile. Et donc, cette radio démarre en 84. Et puis, moi, dans cette église, même si je n'y vais pas aussi souvent que je voudrais, je me suis quand même fait pas mal d'amis. Et puis, entre amis, on trouve ça super chouette d'avoir une radio au 3e étage du bâtiment. Et on est des jeunes, et alors on a envie de s'amuser un peu, de découvrir ce média radio. Et qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, on va passer une soirée à la radio, parce qu'à l'époque, il faut dire que les grilles de programme n'étaient pas très structurées. Ouais. Et donc, on émet quand on peut émettre, et, c'est ça. Et quand on a des émissions. Et donc, quand on avait un peu de temps, on allait passer du temps à la radio. On passait, je sais pas, 1 heure ou 2 à passer de la musique, à parler dans le micro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio. Et moi, j'avais 14 ans, j'étais le plus jeune de la troupe. Et souvent, j'étais à la technique parce que j'étais pas très à l'aise pour m'exprimer devant un micro. Les autres avaient plutôt 17, 18 ans. Et eux étaient plus enclins à le faire. Alors donc, voilà comment a démarré mon expérience radio. Donc on est plus sous format de jeu, de découverte, de côté ludique finalement au début. C'est ça. On a trouvé une bonne activité sympa, ouais. et on s'amuse à pouvoir faire de la radio, quoi, le côté technique. Oui, c'est ça. C'était plutôt de l'amusement, du divertissement, même si on faisait quand même attention à ne pas faire n'importe quoi, à pas dire n'importe quoi, à ne pas passer n'importe quoi, parce qu'il y avait quand même une charte qui était là en place, et donc on était quand même assez respectueux malgré tout. Alors il y a le fondateur de la radio qui a été président pendant de très nombreuses années, qui vient te voir et qui t'interpelle et qui te fait une proposition. Oui, en fait, je vais le citer, c'est Daniel Jublin, parce qu'il a beaucoup compté dans ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Pourquoi? Parce qu'il a cru en moi en réalité. Et ça compte quand même. Quelqu'un qui croit en vous, qui vous soutient, qui vous pousse. J'en ai pas toujours été conscient sur le moment, mais après coup, maintenant j'en prends conscience et je me dis que c'est vraiment important de rencontrer des personnes comme ça dans votre vie. Donc en fait, je lui rends hommage au passage. Et j'espère, je lance une bouée quand il va écouter cette émission. Peut-être qu'il viendra à ce micro bientôt. Peut-être. Mais oui, effectivement, le temps passe un peu et puis je deviens régulier à la radio, et tous les mercredis après-midi, je passe mon temps libre à la radio. Et puis à un moment donné, il se pose la question du service militaire, parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire.
Et puis, voilà, j'ai l'âge de partir au service militaire. Et puis, j'avais pas terminé mes études. Et en fait, j'étais un peu embêté parce que j'avais pas envie d'interrompre mes études. Et je trouve la possibilité au Conservatoire national des arts et métiers de poursuivre mes études en cours du soir. Et je décide alors de faire ce qu'on appelait à l'époque objecteur de conscience. C'était pas très bien vu par le corps militaire. Mais ça fait rien, je demande ce statut d'objecteur de conscience et au lieu de faire le service pendant 1 an, on le fait pendant 2 ans dans une structure. C'est la punition. Au lieu de faire 10 mois, tu fais 24 mois. C'est ça. Mais ok, tu vas pas à l'armée. C'est ça, c'était un peu ça. Et on le fait dans une structure, une association qui peut nous accueillir. Et donc, je demande à l'époque à Daniel Jublin, au président de la radio, si je peux le faire dans cette radio. Alors, il accepte, il me prévient quand même, il me dit je te préviens, c'est pas facile de travailler avec moi. Dans le sens où il était exigeant, quoi, il voulait quelque chose, une qualité qui soit produite, et donc que ce soit pas simplement de l'amusement, et je viens quand j'ai le temps, quand j'ai envie, donc il me prévient. Donc moi j'accepte le challenge et je relève le défi. Et voilà, j'obtiens ce statut d'objecteur de conscience. À ce moment-là, toi, tu es dans quel état d'esprit ? Parce que c'est une radio, oui, il y a le côté sympa, joujou, la technique, mais c'est quand même une radio chrétienne aussi. Tu connaissais la grille des programmes, comme on dit, hein, c'est-à-dire le contenu avec un apport spirituel. Certes, tu as grandi, tu as cette culture d'église, on l'a vu, mais est-ce que toi, tu te projetais dans je vais te dire un gros mot, un ministère à la radio à ce moment-là, ou c'était juste une occasion de ne pas aller à l'armée ? Non, il faut être honnête. Je voulais terminer mes études et c'était pour moi un bon moyen de continuer mes études. Voilà. Sauf que la radio, c'était quand même quelque chose qui me parlait. Et puis le fait de diffuser le message de l'Évangile sur les ondes me parlait quand même aussi. C'était pas comme si c'était en arrière-plan. Non, ça avait du sens pour moi. Et donc, m'engager dans cette radio pendant 2 ans, même si c'était pour moi assez arrangeant, ça avait quand même du sens. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment où je commence mon objection de conscience, la radio qui jusque-là diffusait de manière tolérée mais non autorisée reçoit une injonction de l'État pour dire qu'il y aura un plan de fréquence sur la ville et que toutes les radios qui pour l'instant ne sont pas autorisées sont priées de s'arrêter d'émettre. Alors ça, peut-être pour faire une parenthèse, c'était une période assez particulière parce qu'il y avait les radios libres, donc tout le monde émet sur la fréquence qu'il veut, à la puissance qu'il veut, et puis à un moment donné, il y a quand même besoin d'arbitrer un peu les choses. C'est dans ce contexte-là où tout d'un coup, c'était pas ciblé particulièrement sur Radio Albatros. Non, c'était toutes les radios. C'est les radios. Bon, maintenant c'est le bazar, faut organiser tout ça. Exactement. Et alors, du coup, vous êtes impacté directement par ça. Voilà, et les plans de fréquence se déployaient de ville en ville pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc Radio Albatros au Havre était concernée par ce plan de fréquence puisqu'elle était tolérée mais pas autorisée. Et alors donc, je commence mon objection de conscience dans une radio qui est censée s'arrêter d'émettre aussitôt que je commence. Alors, dilemme, quoi. Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps-là, pendant 2 ans, avec une radio qui ne fonctionne pas ? Et ça a été formateur pour moi parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu les arcanes du côté administratif d'une radio. Parce qu'il a fallu faire un dossier de demande d'autorisation. Alors évidemment, c'était piloté par le président Daniel Jublin qui savait, lui, comment faire. Moi, je suivais, je faisais ce qu'il me disait. Donc voilà, j'ai travaillé sur la mise en place de ce dossier, sauf que les choses n'étaient pas si simples, parce qu'en fait, le président, à l'époque, est tombé malade. Et donc, il a dû partir en maison de convalescence, assez loin du Havre. Et je me suis retrouvé tout seul avec cette radio, parce que la radio a été autorisée. Et il y avait un délai assez court pour redémarrer la radio.
Et j'étais sur place un peu tout seul. Et il fallait installer un pylône sur un immeuble avec des antennes. Et donc, à distance, le président me disait il faut que tu fasses ça, il faut que tu contactes un tel, il faut que tu fasses... Et donc, je me suis retrouvé avec un truc que je n'aurais pas du tout imaginé, redémarrer un studio, parce qu'on avait démonté tout le studio. Donc techniquement, il a fallu que j'apprenne à remonter tout un studio de radio, à le faire fonctionner, à monter le pylône, à gérer la question des émetteurs. Alors évidemment avec l'accompagnement du président, mais quand même. Ça va parler, je pense, au cœur de beaucoup qui ont connu cette période un peu folle, quelque part, du montage de radio. Alors beaucoup de radios se sont arrêtées aussi d'émettre, malheureusement. Ouais. Il en reste quand même aujourd'hui... pas mal aussi, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui on compte 7 radios, si je ne me trompe pas, en France en tout cas. De ce groupement de radios chrétiennes adventistes, oui, c'est voilà. Ça. Toi, aujourd'hui, tu en es un des artisans, un des coordinateurs, parce que chaque radio est autonome sur son territoire et correspond à un statut associatif, en local, créer une dynamique locale avec chacun sa couleur musicale. Mais toi, tu coordonnes un petit peu aussi le vécu ou certains programmes de ces radios. Comment on en arrive à Objecteur de conscience, voilà, tu l'as dit, qui a trouvé le bon plan pour ne pas s'amuser à tirer au fusil, à aujourd'hui responsable avec une dynamique spirituelle quand même très ancrée aussi. Donc, sans compter ce que je disais au début de l'émission, directeur de cette radio aujourd'hui qui continue de diffuser, mais surtout de grandir. Oui. Alors, comment on en arrive là ? Je pense qu'il y a deux manières. Soit on nourrit des ambitions personnelles et puis on vise quelque chose et on y arrive. Mais ça n'a pas été mon cas. En réalité, je me suis un peu laissé porter. Et puis, de fil en aiguille, je me suis souvent retrouvé en face de choix à faire. Et on m'a souvent, en réalité, proposé est-ce que tu veux t'impliquer dans telle chose ou telle autre ? Et de fil en aiguille, ça m'a amené à des responsabilités plutôt nationales, puisque je m'intéresse... Parce qu'il faut dire que la vie d'une radio locale, c'est pas, radio locale n'est pas radio bocale. C'est dans un écosystème quand même national, avec des enjeux politiques assez importants. Puisque l'autorisation, vous dépendez de l'État pour avoir les autorisations d'émettre, et puis les radios locales ont des subventions d'État aussi pour fonctionner. Donc à ce moment-là, vous êtes dans un écosystème qui est national et non plus simplement local. Et j'ai compris, en côtoyant régulièrement les instances qui défendaient l'intérêt des radios locales, chrétiennes et non chrétiennes, toutes les radios locales confondues de France, qu'il y avait un vrai travail à faire. Et je me suis retrouvé finalement, alors je pourrais presque dire malgré moi, impliqué dans ce milieu-là, où j'ai été amené à créer une fédération des radios associatives de Haute-Normandie, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la Normandie, mais c'était la Haute-Normandie. Et de là, je me suis retrouvé à siéger à la Confédération nationale des radios associatives. En tant que président de cette fédération, je la représentais à cette confédération. Et puis de là, j'ai été appelé à siéger à la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est une commission du ministère de la Culture, qui a pour vocation d'étudier les 650 ou 700 demandes de subventions annuelles des radios associatives de France. On parle bien de toutes les radios associatives, pas simplement chrétiennes, bien évidemment. Non, toutes les radios associatives. Le principe de radio associative. Voilà. Et donc, de objecteur de conscience dans une radio locale pour pouvoir continuer à faire mes études, je me suis retrouvé à aller dans les ministères pour défendre la voix des radios locales et pas que chrétiennes. Et je n'ai pas cherché à en arriver là. Les choses se sont mises en place et à chaque fois, je me suis retrouvé, comme je le disais, devant des choix. Et mon problème, c'est que je dis oui à chaque fois. Cette vague qui t'a porté dans différentes instances, comme tu le citais, tu l'attribues à quoi ou au pourquoi ? De deux manières, l'écriture. Pourquoi ? Alors, sur le coup, on n'est pas toujours conscient de ce qui se joue, je crois.
Pour moi, c'était des nouvelles opportunités qui se présentaient. Et comme j'étais un fonceur et quelqu'un qui est dans le faire, bah oui, alors donc j'avais une opportunité de faire quelque chose, alors je le faisais. Et puis si on m'appelait, je suis aussi dans cette conception des choses-là. Quand on m'appelle, ça veut dire que bah, on a besoin de moi. Si on m'appelle pas, bah, on n'a pas besoin. Mais si on m'appelle, c'est qu'on a besoin de moi. Alors donc, moi, j'étais dans une conception où bah, je réponds positivement. Après coup, on se rend compte que les choses sont pas toujours le fruit du hasard. Et que, bah oui, quand on a à la foi, qu'on remet notre vie entre les mains de Dieu et que on est impliqué dans une démarche aussi qui a du sens et qui est de diffuser l'évangile ou la bonne nouvelle sur les ondes, et ben on se rend compte que tout ça n'est pas totalement le fruit du hasard et qu'il y a une guidance, quoi, et qu'on se retrouve à des endroits clés par moment. Et on les avait pas vus venir ces moments-là, et ça nous donne un peu le frisson quand on y repense, quoi, hein. Ouais. Alors justement, c'est intéressant parce que certains diront que parce que tu étais chrétien, tu t'es engagé à différents niveaux. Dans ce que tu viens de décrire, on a l'impression que tu t'es engagé, et quelque part, j'ai l'impression que plus tu es avancé, plus ta spiritualité ou ton engagement spirituel, cette dimension de service, elle a grandi en même temps. Est-ce que c'est un peu de ça ? Bah, oui, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on s'implique dans une cause, il faut savoir pourquoi on le fait. Et si on ne le sait pas, bah, je pense qu'à un moment donné, on se perd, quoi. Et si on ne veut pas se perdre, il faut bien savoir pourquoi on fait les choses. Et à chaque opportunité, je pense que c'est l'occasion de remettre un peu à plat les choses et de savoir bah, si je fais ça, où est-ce que ça va me mener. Et puis il y a aussi bah, la vie de prière, hein, et quand on remet les choses entre les mains de Dieu, bah, on fait confiance en Dieu, et on pense que bah, si ça doit se faire, ça se fera, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas, tout simplement. Enfin, ça, c'est ma vision peut-être un peu simpliste des choses, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est que quand je suis appelé, ou quand d'un coup je suis inspiré pour développer quelque chose, je me dis bah il faut se mettre en route, et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah il fallait pas le faire, et puis on passe à autre chose, quoi. Peut-être qu'il faut dire, c'est que les radios locales, c'est un défi chaque année, hein, de réaliser ce dossier de demande de subvention, parce que de ce dossier-là ou de l'aide obtenue dépendent directement le ou les salaires de toi ou des collaborateurs avec qui tu travailles. Et donc, puis de la vie de la radio, tout simplement. Exactement. Hein. Donc il y a quand même un lien direct, hein. C'est pas juste bon bah tant pis, on n'a pas eu de subvention cette année. C'est bon, comment on va faire tourner. Donc c'est un défi annuel, enfin presque même quotidien quelque part. C'est une pression. En fait, il faut bien dire que travailler dans une radio locale, c'est une vraie pression. Parce qu'en fait, le modèle économique de la radio est assez compliqué, fragile. Et donc, on dépend de subventions. Et pour ça, pour obtenir ces subventions, et bah, tous les ans, oui, comme tu l'as dit, il faut faire un dossier de demande de subvention. Mais c'est un sacré dossier, hein, c'est pas 3 pages à faire, hein, c'est un gros dossier. Et justifier de toutes les actions, il y a des critères à respecter, justifier de toutes les actions. Donc, en fait, ça, c'est un gros travail. Et effectivement, bah, si jamais cette subvention, pour une raison ou une autre, on ne l'a pas, eh bien, ça ou qu'elle est en baisse. Ou qu'elle est en baisse, Ouais. ça remet en question directement soit la survie de la radio, soit, comme tu le disais, bah, le fait de pouvoir maintenir les salaires, de pouvoir garder ses collaborateurs. Soi-même, on peut être impacté aussi en tant que responsable de la radio, quand on est salarié en tout cas. Donc oui, c'est un vrai défi, on pourrait dire annuel, mais comme tu le disais, quotidien, parce que c'est un souci de tous les jours. Alors on en profite pour faire une page de publicité pour Radio Albatros, mais aussi pour finalement toutes les radios locales qui ont besoin aussi d'un soutien, parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner qu'avec des subventions d'État, d'ailleurs qui sont toujours questionnées chaque année, reconduites ou pas reconduites, baissées, réajustées. Il y a une forme de précarité finalement de ce travail en radio. Je voudrais peut-être en venir sur... donc n'hésitez pas à faire des dons. Voilà, ça c'était le moment. Merci publicité. Philippe. Et c'est l'occasion d'en parler aussi, pour dire aussi l'impact qu'une radio a, parce qu'on s'imagine, voilà, tu es derrière un micro comme on est là aujourd'hui.
on dit ce qu'on a à dire, et puis voilà, on a semé, entre guillemets, comme des fois on dit dans le jargon d'église. Est-ce que toi, tu pourrais nous faire, en tout cas nous donner peut-être un témoignage, une anecdote pour dire que c'est pas juste quelque chose où on est dans notre boîte et on balance sur les ondes, mais que derrière, ça a un impact dans la vie de gens? Oui, en fait, la radio, c'est un formidable moyen de rentrer chez les personnes, de les accompagner dans la voiture. Je me souviens de gens qui disaient je vous écoute tous les matins dans ma salle de bain. Mais qui a les moyens de rentrer dans la salle de bain de quelqu'un à part la radio? Je ne vois pas. C'est vraiment... Bon, après, effectivement, avec un téléphone maintenant... mais on ne se douche pas encore avec les téléphones dans la salle de bain non plus. On peut écouter, mais la radio, on peut l'écouter sous la douche. Et il y a un nombre considérable de personnes qui nous ont témoigné ou qui nous disent la nuit, je suis insomniaque et je vous écoute toute la nuit, vous m'accompagnez. Et pour moi, c'est vraiment un réconfort parce que c'est compliqué de ne pas réussir à dormir la nuit. Donc oui, des témoignages comme ça de gens, on en a plein tout le temps. Après, je pense aussi à la période du Covid, où pendant le Covid, ça a été une période très compliquée, très spéciale, où les gens se sont sentis isolés. Et les radios ont continué d'émettre. Les radios se sont organisées pour continuer d'émettre, même si elles n'avaient plus le droit de se rassembler dans un même lieu. Mais à distance, c'est là où tous les outils de prise en main à distance se sont beaucoup développés, comme les systèmes aussi de visio à distance et tout ça. Et là, on a fait face à des messages incroyables de gens qui nous envoyaient des messages tous les jours, qui voulaient être en contact, en fait. Et on s'est rendu compte que y avait tout un auditoire silencieux habituel et qui là se manifestait pendant un temps qui était très particulier, celui du Covid, où on leur demandait de rester chez eux, cloîtrés chez eux. Et donc on a eu tellement de messages qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à répondre à tous ces messages. C'était... et on n'avait jamais vécu ça jusqu'alors. Moi qui j'ose pas le dire. Non, le dis pas, c'est pas grave. Un certain nombre d'années. On a fait le calcul, les années 80, début de la radio, c'est bon. Un certain nombre d'années de radio, on n'avait jamais vécu ça. Et c'est là où on se rend compte de l'impact que la radio a, parce qu'en fait, je ne sais pas, toi, Philippe, en tant qu'auditeur de radio, combien de fois tu t'es manifesté auprès des radios que tu écoutes? Très peu. Très peu. Je suis plutôt passif, je dirais, par rapport aux radios. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant, c'est de voir que les radios locales, particulièrement, c'est pas juste quelque chose de passif, justement, j'y arrivais, mais au contraire, il y a une véritable interaction avec des auditeurs qui appellent, qui soutiennent financièrement, mais qui sont aussi, et je vais glisser vers là-dessus, parce que c'est aussi une nouvelle phase que tu as entamée pour radio, notamment Hop Radio, rencontrer des auditeurs. Alors, peut-être qu'avant d'arriver là-dessus, je vais quand même le dire aussi, une radio locale, on a du mal à s'imaginer ce que c'est que ce travail-là. C'est des centaines, peut-être même à l'échelle de toutes les radios locales, des milliers d'interviews chaque année, des rencontres, des gens, des médecins, des psychologues, d'autres journalistes que vous interviewez aussi, des politiques. Vous contribuez au maillage social local ou national, comme tu l'évoquais, et en même temps, d'apporter un petit plus, comme tu le témoignes, par rapport avec des valeurs bibliques, une vision chrétienne des choses. Et ça passe aussi par l'accueil de l'autre. Et tout ce que tu viens de décrire, c'est effectivement le message de l'Évangile, c'est accueillir l'autre, au-delà de nos croyances qui peuvent être différentes. Et donc ça, c'est très important de faire ce travail-là pour une radio locale, être présente dans la cité, en fait, être au milieu de la cité. Et ça, c'est un travail formidable et très enrichissant. Moi, je me souviens, parce que tu me demandais quel impact, et je me souviens une fois, j'étais à la radio, alors c'était à l'époque de Radio Albatros, ça c'est une anecdote parmi d'autres, et je me souviens, il pleuvait à torrent. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui sonne à la porte de la radio. Je crois que j'étais tout seul, c'était en fin d'après-midi, j'étais tout seul, j'ouvre la porte et je vois devant moi un bonhomme
avec une sorte de poncho dégoulinant comme ça, ruisselant, très grand. Il me dit, je suis bien Radio Albatros. Oui, allez-y, entrez. Je sais pas. Alors il se présente. Je suis, qu'est-ce qu'il me dit ? Je suis un catholique, je ne sais plus de quelle congrégation. J'écoute votre radio, je me suis rendu compte que vous étiez plutôt de la branche protestante. Et alors, et il s'agenouille devant moi. Et il me dit, je voudrais vous demander pardon au nom de tous les catholiques de France, du mal qu'on a fait aux protestants. Et moi, je me retrouve avec ce monsieur-là qui est agenouillé devant moi en train de me demander pardon. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est un truc quand même assez incroyable. Ouais. On se retrouve avec des situations qu'on n'a pas du tout envisagées. Et puis ce monsieur se relève, se rhabille et il s'en va. Et je ne l'ai plus jamais revu, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas qui il est. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense aussi à une fois une dame qui m'appelle. J'étais à la radio, je reçois un coup de fil, je réponds. Et elle me dit Radio Albatros, je vous appelle pour vous dire que il y a un an, je me suis fait baptiser dans une église. Et je me suis rendu compte que c'était grâce à vous, mais je ne vous l'ai jamais dit. Et alors, elle était en Basse-Normandie, parce que la radio portait assez loin. Elle me dit, alors en écoutant vos programmes, je me suis bien rendu compte que vous aviez un autre message que le message de l'Église catholique, parce qu'effectivement, l'Église adventiste est protestante. Et donc, je suis rentré dans une de vos églises, et ça m'a beaucoup plu et je me suis fait baptiser. Mais je me rends compte que je ne vous l'avais jamais dit. Alors elle m'appelle, elle me dit ça fait un an que je me suis fait baptiser et je vous appelle pour vous le dire. Ouais. Et alors donc, voilà, des témoignages comme cela. Ça, c'est les gens qui se manifestent, mais on le disait. Et après, il y a tout un auditoire passif qui reste... Alors, pour tous ceux qui ont oublié de se manifester du travail de radio, n'hésitez pas à appeler Stéphane à Radio Albatros. Quelqu'un vous répondra, il vous dira merci. Et alors donc, à partir de cette expérience-là, je me suis rendu compte que rentrer en contact avec les auditeurs, c'était vraiment quelque chose de très important, de très enrichissant. Et puis, quelque part, on voit... le fruit de notre travail, parce que finalement la radio c'est un travail de contact. Alors on en vient justement sur cette nouvelle fonction que tu as depuis quelques années, de cette nouvelle radio Hop Radio. Alors je dis nouvelle dans le paysage radiophonique, mais jeune radio, ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle a commencé à émettre. Oui. Je l'ai dit au début de cette émission, et j'en profite pour faire la séquence de publicité aussi du coup pour Hop Radio. J'ai bien fait de venir. T'as bien fait de venir. Hein. Et vous pouvez faire aussi des dons à Hop Radio, bien évidemment. Oui, bien sûr. On va vous mettre ça en bandeau de l'émission en description. Hop Radio, ça a une particularité. C'est que c'est une radio qui émet en hertzien via le DAB+. Donc ça, c'est les nouvelles transmissions numériques. Oui. Donc de la meilleure qualité, hein, ça ne brouille pas, ça a une meilleure qualité d'écoute, mais aussi de transmission au niveau technique. Donc je m'arrête pas trop longtemps là-dessus, mais c'est intéressant. Oui, on peut dire que c'est la numérisation de la radio analogique qui était en FM et maintenant c'est devenu radio numérique en DAB+, même si c'est toujours de la radio hertzienne. Tout à fait. Ouais. Il y a les deux et en même temps aujourd'hui il y a le développement du numérique. Tu l'as dit, hein, à la période du Covid, tout d'un coup il y a un bond technologique qui a été fait dans la gestion en interne des radios, mais aussi vers l'externe, avec une radio qui du coup aujourd'hui Hop Radio, si on compte la Suisse romande, toute la Romandie comme on dit, hein, c'est-à-dire Genève, Lausanne, les bords du lac, à Yverdon aussi, autour du lac de Neuchâtel, toute la région parisienne, donc là on parle de 11 millions d'habitants. Oui, au moins 10 millions d'habitants. Voilà, on pense à la Côte d'Azur, entre quasiment Marseille, passant par Toulon, Hyères... Alors, de Monaco jusqu'à Saint-Tropez, à peu près. Et de Saint-Tropez à Marseille, il n'y a qu'un pas. Donc Oui, après, on est sur Marseille. On aimerait bien avoir Toulon qui est entre deux, qui permettrait de faire la jonction entre les deux zones. Mais voilà. Donc, cette radio, Hop Radio, émet pour à peu près combien de personnes ? Elle couvre un territoire assez... Alors, le bassin d'audience, on considère qu'on est entre 15 et 20 millions de personnes. Oui, donc c'est quelque chose d'important et c'est
c'est intéressant de dire que cette radio ne se cantonne pas à émettre, mais elle va à la rencontre des auditeurs, à créer des événements, des Hop Célébrations. Alors, Hop Célébration, pourquoi ? Parce qu'il y a un choix musical qui a été fait autour du gospel. Donc, il y a un peu tout type de gospel, même s'il n'y a pas que du gospel au niveau de Hop Radio. Donc, vous pouvez écouter cette radio, même si vous n'êtes pas dans les zones désignées sur Internet, bien évidemment, sur le site de hopradio.live. D'accord. Donc vous pouvez écouter cette radio-là avec des vrais animateurs qui sont derrière. C'est pas une boîte à musique. Non, c'est de la radio. On fait de la radio. C'est de la vraie radio, d'accord. Avec des animateurs. Vous aurez l'occasion d'entendre Stéphane cette fois-ci de nouveau dans sa position d'animateur. Oui, de l'autre côté. Je suis plus à l'aise comme ça. Qui nourrit différemment. Ça fait quoi tout d'un coup d'être vraiment sur presque une radio nationale, on va dire, même si elle n'émet pas partout. Est-ce que tu as le même retour avec les auditeurs ? Non, la problématique est différente. En fait, quand on est sur une radio à dimension nationale, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en contact avec ces zones de diffusion, ou alors il faudrait avoir des moyens considérables et avoir sur chaque localité une sorte de référent de la radio, un journaliste qui tournerait sur la zone. Et donc, c'est assez compliqué finalement d'avoir du retour, même si on a du retour, mais on a du mal à créer ce lien avec les villes sur lesquelles on diffuse. Et alors donc, finalement, ce projet de Hop Célébration dont tu parles, qui est, par rapport à mon expérience de radio, je me suis rendu compte que l'important, c'était de rentrer en contact avec les auditeurs. Et donc, dès le départ, quand on a voulu créer ce projet Hop Radio, autour du gospel, l'idée, c'était de créer des moments de rencontre avec les auditeurs, en lien aussi avec le gospel, et finalement en lien avec une localité. Et donc, c'est Hop Célébration que l'on organise sur les zones où nous diffusons, Marseille, Nice, Paris, Haute-Savoie, parce qu'on couvre aussi, grâce à la diffusion sur la Suisse, on couvre aussi la frontière française. On organise des célébrations qui nous permettent d'inviter les auditeurs à venir à ces célébrations gospel et donc de rentrer en contact avec eux, de les rencontrer. Et ça, c'est formidable parce que on voit les auditeurs. Il n'y a pas longtemps, on a organisé une célébration à l'église de Collonges sous Salève. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant j'étais à celle de Saint-Julien et quand j'ai entendu qu'il y avait à nouveau une célébration ici, je suis revenu parce que ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, ça permet de rentrer en contact avec les auditeurs. Et c'est vraiment ça l'objectif, en fait, de créer du lien avec l'auditeur. Stéphane, je reviens sur toi. Oui. On a parlé de Hop Radio. Est-ce que tu es pasteur ? Non, je ne suis pas pasteur, je suis un laïc. Non. Je te repose la question, Stéphane. Est-ce que tu es un propagateur de bonnes nouvelles, un annonciateur de l'évangile ? Est-ce que tu es pasteur ? Je me vois plus comme missionnaire que pasteur, en réalité. Parce que le pastorat, c'est quand même quelque chose de bien spécifique. C'est prendre soin d'une communauté. Moi, je me vois plus comme quelqu'un qui est dans une mission de propager par le biais des ondes la bonne nouvelle de l'évangile. Je suis sûr que quand tu es en train de me décrire ça, tu es en train de te dire oui, d'une certaine manière, je suis peut-être un peu pasteur. Oui, peut-être que j'essaie de prendre un peu soin aussi de la communauté d'auditeurs. Donc, tu es le pasteur d'une communauté de 20 millions de membres, donc si j'ai bien compris. Bassin potentiel, bassin d'audience potentiel. Toi, spirituellement, dans ton parcours de foi, tu as vécu des évolutions technologiques qui ont fait bondir cette propagation de l'évangile, comme on dit parfois, dans un jargon très interne à des églises. Mais comment, toi, ça t'a bousculé dans ta foi aussi, tout cela, ce parcours-là, et justement de voir aujourd'hui comment il y a cette propagation qui peut se faire avec des outils technologique avec une certaine facilité, mais avec aussi beaucoup de défis. En fait, il faut dire, effectivement, on n'en a pas parlé, que quand j'ai commencé à travailler de manière professionnelle pour la radio,
à un moment donné, la question est venue quand même parce que il y a l'engagement, mon engagement personnel, un engagement de foi, qui passe par les eaux du baptême. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, tu es en train de diffuser H24 des messages pour annoncer la bonne nouvelle à tout un tas de gens, aux gens qui veulent bien l'entendre. Et toi-même, où est-ce que tu en es dans ton engagement ? Et donc, à un moment donné, il a bien fallu que j'aligne ce que je faisais avec mon propre engagement personnel. Et effectivement, je suis passé dans les eaux du baptême parce que je me suis rendu compte qu'il fallait être cohérent Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc, j'ai besoin de comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Et j'ai grandi dans une église où j'ai vu des gens prendre le baptême. Mais ça ne me parlait pas toujours. Je ne comprenais pas toujours quel était le sens, la signification du baptême. Cet engagement, je me disais, mais Dieu, il sait ce que j'ai dans le cœur, il sait que je crois en lui, que j'ai foi en lui. Pourquoi, à quoi ça sert de passer par les eaux du baptême ? Mais à un moment donné, j'ai fini par comprendre, grâce à mon engagement en fait, par la radio, de cet engagement public qui était aussi nécessaire. Ce qui m'intéresse et ce que je trouve pertinent dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on a des fois une vision un peu linéaire des choses, de engage-toi spirituellement et après concrètement. Alors que là, tu nous as parlé de ton engagement peut-être concret avant d'être un engagement spirituel et qu'il n'y a pas forcément un bon sens finalement pour vivre les choses, mais de se laisser guider, porter, et puis d'être conscient peut-être de ce qui se vit aussi étape par étape. On arrive au terme de cette émission. Ça passe vite, mais pourtant je crois qu'on a débordé. Tu sais que notre habitude, c'est de demander à nos invités un texte qui pour eux a été important. Alors je te laisserai lire ce texte et nous dire aussi pourquoi ce texte est important pour toi. Alors oui, c'est le psaume 1er. Et donc, c'est les 3 premiers versets. Alors, je fais la lecture. Donc, c'est « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et alors ça, c'est un texte qui me suit depuis peut-être 20 ans maintenant. En fait, j'y suis assez attaché parce que je crois qu'en tant que chrétien, on doit vraiment se positionner et savoir de quel côté on est, de quel camp on se place. Et à partir du moment où on se place du côté de Dieu, y a des choses qui découlent. Et ça, je l'ai vu dans ma vie, en fait. À partir du moment où je me suis positionné pour Dieu, il y a tout ce qu'on vient d'évoquer là ensemble, et encore des choses que je ne vous ai pas dites ou que je ne t'ai pas dites, Philippe, qui ont découlé. Et ça, c'était malgré moi. Et ça me donne la chair de poule quand j'y pense, en fait, parce que je me rends compte de ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un comme moi qui n'avait aucune prédisposition, à mon sens, pour rentrer dans ce ministère-là, parce que je ne l'ai pas dit, mais moi, mon rêve de gamin, c'était de devenir handballeur professionnel. C'est vrai, tu l'as dit au début, hors émission, mais... Et donc, ça ne s'est pas du tout réalisé comme ça, et je suis quand même impressionné de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un comme moi, quoi. Merci pour ce texte, pour cet encouragement, que ton feuillage ne flétrit point et que tu puisses continuer d'apporter ce que tu apportes à la radio. Merci en tout cas d'avoir partagé un bout de toi dans le cadre de cette émission, Histoire inspirante. Et puis je te propose d'aller écrire sur notre mur des témoignages, ici en physique, en présentiel, ce petit message. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci à toi.